נכנסים מהגרשוני להורדה. וואי, הם מכלים אותם במקום. קילמון קיבל. את הלוחמים על הגג. Il y a 4 ans, le 31 mai 2010, l'armée israélienne menait un assaut contre une flottille de bateaux à bord desquels se trouvaient plusieurs centaines de militants pro-palestiniens voulant briser le blocus de Gaza. Une flottille dite de la liberté. L'opération fera 9 morts, 38 blessés. Elle créera aussi de très grandes tensions diplomatiques entre la Turquie et Israël. On revient sur cet événement avec Jean-Charles Brizard. Bonjour, vous êtes consultant international, spécialiste des questions liées au terrorisme. On va d'abord revenir aux origines de cette opération. Que transportaient précisément ces cargos? Quel était l'objectif de cette mission? Alors, ces cargos transportaient essentiellement de l'aide humanitaire, des vêtements, des médicaments, du matériel médical, des matériaux de construction également destinés à la population de Gaza. Leur objectif, très clairement, ils l'avaient dit, redit, affiché publiquement, c'était de briser l'embargo. Briser l'embargo, ça voulait dire, y compris au mépris de leur propre sécurité et au mépris des principes et des règles de droit. Et alors, qui se trouvait à bord exactement? Alors, il y avait 700 participants. Il y avait des membres d'organisations humanitaires légitimes, authentiques, si je puis dire. Puis il y avait également, dans ces organisateurs, précisément, de cette flottille, des organisations extrémistes, connues comme telles, et des militants pro-palestiniens. C'était un petit peu, si vous voulez, le mariage de la carpe et du lapin, puisque ces humanitaires ont très rapidement été débordés par les organisations islamistes ou pro-palestiniennes. Et donc, encore une fois, avec un objectif très politique et médiatique de leur part. Alors, on parle de la Fondation d'assistance humanitaire, plus connue sous le sigle IHH. Elle aurait joué un rôle clé dans cette opération, organisme humanitaire turc de tendance islamiste. Et selon le juge antiterroriste Jean-Luc Bruguière, l'IHH recrutait pour le djihad à venir. Est-ce que c'est aussi votre version des faits? Oui, c'est une organisation, l'IHH, qui était connue depuis 1996, donc ça fait longtemps, comme étant une couverture pour des militants djihadistes, pour des djihadistes et pour des terroristes également, des militants qui notamment devaient rejoindre des zones de combat, l'Afghanistan, la Tchétchénie, la Bosnie, et donc cette organisation leur fournissait une couverture à la fois matérielle, financière et également sous forme de papier d'identité. Et ça, le juge Bruguière, bien sûr, a eu à en connaître lors de différentes affaires, notamment lors de la tentative d'attentat contre l'aéroport de Los Angeles en 1999, où Ahmed Ressa avait bénéficié de l'appui logistique, matériel de cette organisation. Donc elle était connue, si vous voulez, depuis longtemps dans différents dossiers terroristes, pas seulement celui-ci, comme étant une organisation offrant une couverture à des militants islamistes, à des terroristes. Et selon les médias turcs, plusieurs passagers voulaient mourir en martyrs et partaient dans ce but précis. Vous confirmez? Alors on l'a su après, effectivement, à travers des différents témoignages, mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a mélangé en réalité dans cette flottille des humanitaires parfaitement authentiques à des militants islamistes qui étaient déterminés, violents, et ça ressort non seulement de ce qu'on sait des témoignages, mais ça ressort également du rapport Palmer de l'ONU sur ces incidents. Quelques jours avant l'assaut, le 27 mai, Israël invite cette flottille à venir décharger sa cargaison à Ashdod avant inspection et transfert à Gaza. Et les organisateurs de cette flottille vont refuser. Pourquoi? Voilà. Alors, il y a un blocus effectivement absolu, maritime, qui a été décrété par l'État d'Israël en 2007 à la suite des événements qui ont eu lieu, à la suite surtout de la prise de pouvoir du Hamas et des risques que constituait une mer sans contrôle pour notamment l'approvisionnement en armes, Israël avait arraisonné différents navires qui transportaient des armes sous couverture humanitaire. Donc ils ont décidé ce blocus, si vous voulez. Le blocus terrestre existait également, mais donc l'offre d'Israël était bien en amont, d'abord des événements qui se sont produits, et laissait une porte de sortie finalement à ces organisations, puisque l'objectif de ces organisations était quand même de délivrer alors pourquoi le matériel ces humanitaires qui étaient majoritaires à bord de cette flottille? Ils l'ont refusé tout simplement parce que, encore une fois, cette flottille avait été organisée par des organisations pro-palestiniennes islamistes et que leur but, c'était véritablement de créer un incident international qui ait un retentissement. Et pas vraiment, politique. Et pas vraiment de livrer cette marchandise finalement? Au bout c'était du compte, le deuxième non. but. Voilà, le but
affiché, premier, c'était véritablement de créer un incident international qui puisse mettre la pression, en quelque sorte, sur Israël pour lever ce blocus. Et alors justement, cet abordage va évidemment donner lieu à des coups de feu, à beaucoup de violence. Le bilan humain sera très lourd, je l'ai dit, mais les versions divergent évidemment. Quelle est la version aujourd'hui de ce qui s'est passé ? C'est le rapport Palmer, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque les forces d'assaut israéliennes tentent d'arraisonner ce navire, ils montent à bord avec des armes, ils tirent effectivement des grenades assourdissantes en particulier, des militants violents, ça a été dit dans le rapport Palmer, s'emparent de certaines armes des forces israéliennes et ripostent à ces forces israéliennes. D'où effectivement le nombre de victimes très important, des blessés de part et d'autre, et puis malheureusement 9 morts. Mais alors, l'assaut va être à ce moment-là condamné par toute la communauté internationale. Il faut le dire, c'est Israël qui va être condamné dans cette affaire. En Israël même, l'opinion est assez partagée. Plusieurs médias disent que l'opération a été mal préparée et peut-être précipitée. C'est ce que vous diriez, vous aussi ? C'est même la conclusion du rapport interne israélien qui a été fait à la suite de ces événements, qui a conclu au manque de renseignements sur les participants, et renseignements en particulier opérationnels, qui auraient permis d'affiner la riposte israélienne. Et deuxièmement, c'est l'absence de coordination entre les différentes composantes qui sont intervenues ce jour-là. Mais alors, y avait-il une bonne manière d'empêcher cette flottille d'entrer en terre israélienne ? Quelle était la bonne façon d'arrêter cette opération ? C'est très difficile parce que, si vous voulez, le rapport Palmer conclut quand même qu'Israël avait le droit pour elle. C'est-à-dire que le blocus était licite. Il résultait d'ailleurs des accords de Jéricho avec Yasser Arafat, donc remonté à 1994. Et en revanche, c'est effectivement la méthode employée qui a été disproportionnée, celle employée par Israël. La bonne méthode, c'eût été de, bien en amont, si vous voulez, connaissant les objectifs de ces organisations, puisqu'ils l'avaient annoncé bien en avance, leur objectif politique en tout cas, c'était de tenter de négocier avec elles une solution terrestre pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Ça leur a été proposé au dernier moment, mais si on avait peut-être tenté de le faire bien en amont, l'issue... Vous pensez que ça aurait fonctionné, des négociations en amont, sachant que leur but final était de créer un incident ? Oui, parce que si vous voulez, on a laissé monter en puissance une organisation, l'IHH, monter en puissance surtout avec d'autres organisations internationales, y compris françaises, de nombreuses nationalités, tout ça dans un contexte politique assez tendu à l'époque, et donc on a laissé place plus à la politique qu'à autre chose, alors qu'en réalité, l'objectif de ces organisations devait être de livrer cette aide humanitaire qui était réclamée par les habitants de Gaza. Alors 3 ans plus tard, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va présenter officiellement ses excuses à la Turquie pour la mort des 9 passagers turcs. Pour vous, c'est un aveu d'échec de la part d'Israël ou de la réelle politique de la part de Netanyahou ? Les liens entre la Turquie et Israël sont très anciens. La Turquie est le premier État composante musulmane à avoir reconnu l'État d'Israël. Les frères musulmans d'Égypte ont qualifié d'ailleurs la Turquie de second Israël à l'époque. Il y a des liens économiques, des liens sociaux, touristiques et technologiques qui existent depuis longtemps. Donc c'était effectivement l'évidence qu'à un moment donné, pour Israël, de faire un pas en avant pour renouer ces relations qui étaient effectivement extrêmement dégradées à la suite de l'incident de la flottille de Gaza. Jean-Charles Brizard, si je vous demande de terminer cette phrase, le 31 mai 2010, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? C'est la journée des dupes pour moi. C'est la journée des dupes pour les authentiques humanitaires qui ont été mêlés malgré eux à des islamistes et à des militants pro-palestiniens. Et c'est également la journée des dupes pour Israël qui se croyait dans son droit en intervenant. Or, au final, on le voit sur le terrain médiatique, ce sont plutôt ces organisations malheureusement qui l'ont emporté. Merci beaucoup Monsieur Brizard pour votre intervention dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.